Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Le ministre de l'Éducation du Québec ne s'en cache pas, la réussite est au cœur de la réforme scolaire lancée cette année. La réussite du plus grand nombre. La preuve, les contrats de performance avec les écoles qui visent à réduire le redoublement, à réduire le décrochage scolaire, donc augmenter la réussite collective et des moyens pour y parvenir. Encore aujourd'hui, la presse de Montréal titrait « 300 millions pour plus d'ordinateurs à l'école ». Car l'école doit aussi assumer le virage technologique, préparer les jeunes au monde du travail. Dans les classes, des changements inspirés de la philosophie de l'école alternative, décloisonnement des matières, pédagogie par projet. L'école publique devenue l'école alternative. À ce compte-là, pourquoi faut-il encore créer de nouvelles écoles secondaires alternatives, comme le fera sans doute en septembre prochain la Commission scolaire de Montréal? Un projet du père de l'école alternative, Charles Cahouette, qui a déjà dit qu'il faut être malade pour ne pas avoir peur du secondaire. Bien, se peut-il qu'avec ses millions en ordinateurs, sa réforme et ses compétences transversales, le Québec guérisse le secondaire? À moins qu'encore une fois, il ait posé le mauvais diagnostic. Eh bien, pour répondre à cette question, notre invité Charles Cahouette. Monsieur Cahouette, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Cahouette, tout d'abord, afin que les gens, j'allais dire, nous suivent dans notre discussion, je sais que vous nagez là-dedans depuis tant d'années. Comment vous pourriez me définir l'école alternative, celle qui vous tient tellement à cœur, comment elle est différente dans votre esprit de l'école dite traditionnelle? Tout de suite, je vous dirais que c'est pas l'école alternative qui me préoccupe, mais l'éducation alternative. Parce qu'il y a des écoles qui ont gardé le titre d'alternative et qui sont récupérées au point où ils n'ont pas grand-chose de différent des autres écoles. Pour moi, une école alternative est celle qui offre une éducation alternative, ça veut dire une école qui est reliée à un projet de société. Pourquoi on veut éduquer des jeunes autrement, au niveau primaire, au niveau secondaire? C'est pour former des citoyens, des êtres humains différents qui vont apprendre à vivre autrement et à travailler autrement. Fait que si l'école n'est pas reliée à un projet de société, pour moi, même si elle s'appelle l'alternative, elle n'offre pas une éducation alternative, une éducation différente pour un projet de société différent. Mais est-ce que je sens dans vos propos une certaine amertume, M. Cahouette, quand vous me dites ça? Parce que vous y avez cru tellement, l'école alternative, est-ce que vous diriez qu'en cours de route, on a un peu trop bifurqué, trop de compromis? Oui. Ça j'ai un peu de tristesse par rapport à ça, parce que le projet initial de l'école alternative avec une éducation était de permettre à l'enfant de vivre sa vie d'enfant, qui a le droit, même s'il est à l'école, il a le droit d'être enfant, de vivre des émotions d'enfant, des folies d'enfant, des poésies d'enfant, et qui a le droit d'être enfant et d'être respecté comme enfant unique, spécial, et d'être reconnu et valorisé comme enfant. C'est la même chose pour les adolescents. Mais pourquoi faut-il une école alternative? Parce que la définition que vous me donnez, je pourrais vous répondre que est-ce que c'est pas la définition que devrait avoir toute école? Que devrait avoir toute école. Mais dès qu'on commence à préparer les jeunes, avant même qu'ils aillent à l'école, les préparer pour qu'ils réussissent en première année, la maternelle, la prématernelle, et on ne sait plus jusqu'à quand il faut aller les chercher, pour les rendre à notre goût, pour les rendre faciles à adapter dans le système. Et notre système est un peu, je vais être sévère, mais c'est un peu comme une chaîne de montage qui progressivement organise le jeune, le prépare et le conditionne aussi pour qu'il s'adapte bien à une société industrielle, une société dans laquelle on vit et dans laquelle il n'y a pas beaucoup de plaisir de vivre et de joie de vivre et de santé. Alors moi, je veux qu'on arrête de préparer les jeunes juste à cette société-là. Peut-être qu'avec des jeunes, on peut bâtir une société différente, mais l'éducation doit devenir différente. Mais j'ai l'impression que vous êtes un utopiste, M. Cahouette. D'ailleurs, je pense qu'on vous l'a déjà dit dans le passé. Vous-même, vous le reconnaissez, qu'il y a une forme d'utopie en vous, non? Oui, bien sûr, mais c'est un rêve, au fond. Si de l'utopie, on fait un rêve collectif. Parce que quand j'étais jeune, pour pas dire quand j'étais petit, mais quand j'étais jeune, aller sur la Lune, c'était une utopie. Quand c'est devenu un projet, on est allé sur la Lune. Si on croit qu'on peut apprendre à vivre autrement, que la mondialisation de l'individualisme et de la compétition, que ça n'a pas d'avenir, il y a des spécialistes qui le disent, on est en train d'aliéner l'être humain, de briser l'environnement. Si ça n'a pas d'avenir, ce qui a de l'avenir, c'est la mondialisation de la coopération, du respect et du partage, et ça doit s'apprendre à l'école. Et l'école ne montre pas ça actuellement. Mais les attentes, et ça vous le savez très bien, les attentes des parents, on a vu à un moment donné l'ex-premier ministre Lucien Bouchard, au cœur même de la réforme, sembler avoir la nostalgie de l'école, de son école du passé, en disant il y aura des notes, il y aura des bulletins que les parents pourront lire.
Ouais. Donc, c'est l'expression de cette école dont vous parlez à ce moment-là? Mais les attentes sont là? Les attentes sont là et on a des parents qui ont été déformés par un système et des parents qui sont très insécures par rapport à l'avenir de l'enfant et qui s'en préoccupent tellement uniquement en disant s'il y a un diplôme, s'il est meilleur que les autres, il y a plus de chances de trouver un travail et peut-être d'avoir une retraite et un rire, etc. Mais il y a des parents qui se préoccupent du présent de l'adolescent. L'adolescent dit laissez-moi m'occuper de mon avenir, soyez un peu moins inquiets. Essayez de juste me supporter et m'aider à apprendre à ma manière, à devenir moi-même, à choisir ce que je veux être. Et je vous aime beaucoup, mes parents, mais je ne veux pas vous ressembler nécessairement. Et les parents ont une force très grande de conservation ou de changement. Mais les plus actifs, très souvent, dans l'école... Mais est-ce que traditionnellement, on n'a pas utilisé l'école comme étant, je dirais, un moyen de continuer ce qui est? Autrement dit, que nos enfants nous ressemblent, que nos enfants soient un peu à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que c'est ça? On paye pour aussi. Mais c'est exactement ça. L'école, la définition sociologique de l'école, c'est un instrument qui sert à transmettre des valeurs, des normes de comportement, des règles de vie en société et autres. C'est correct, mais ça doit être une école qui éduque. Or, on est une société en changement. La société est devenue très différente actuellement et l'école n'a pas changé. On a changé un peu les programmes, les manuels, les petites retouches de surface. On a introduit des ordinateurs dans les écoles, mais ça ne change pas le besoin d'éducation et l'aide qu'il faut apporter à la croissance et au développement non seulement individuel, mais collectif des jeunes. Mais vous dites, il faut préparer les jeunes. C'est exactement le discours que l'on entend. En ce sens, le ministre de l'Éducation, je pense, il l'a très bien laissé entendre, c'est la réussite scolaire du plus grand nombre qu'il vise et la meilleure préparation possible pour que les gens puissent remplir les emplois, puisque les gens puissent gagner honorablement leur vie. Vous semblez dire, non, on fait fausse route. On fait fausse route, effectivement. Et j'ai pas dit, j'espère que je ne l'ai pas dit, en tout cas, que je veux que l'école prépare les jeunes. Je veux que l'école les développe. Et préparer, ça veut dire que tu reçois une commande de l'extérieur et on te dit voici ce qu'on attend. Et actuellement, c'est le milieu du travail, c'est l'industrie qui dit voici aux écoles, je veux des gens qui vont être déjà travailleurs productifs, rentables. De sorte qu'on reçoit la commande. L'école économique. Oui, qui est dominée dans le même paradigme. Hein. Alors, éclairez-moi. Quand on a lancé la grande réforme de l'éducation, bien des gens ont fait la critique en disant c'est l'école alternative que l'on veut faire avec notre école publique, notre école traditionnelle. Donc, on avait eu l'impression à un moment donné qu'on vous avait écouté et qu'on avait emprunté. Quand on parle des compétences transversales, décloisonnement des matières, apprentissage par projet, est-ce que c'est pas votre école qu'on veut établir dans l'ensemble du système? Il faut très bien distinguer entre le langage et la pratique. Effectivement, les écoles alternatives, les vraies, celles qui sont restées, ils ont beaucoup de difficultés à demeurer cohérentes, mais celles qui sont, continuent de développer chez l'enfant le goût d'apprendre et le plaisir d'apprendre et de partager, de sorte qu'on n'est pas en individualisme, mais en compétition et en bulletin. Et là, quand des gens se disent, comme il y a très peu de décrocheurs, puis que les gens s'adaptent bien au secondaire, qu'est-ce qui fait que ça réussit? Il y a la pédagogie par projet, il y a les groupes multi-âges qui font un peu peur aux profs, et il y a l'espèce d'accueil personnalisé qu'il y a dans ces écoles-là. Mais ce qui fait la différence entre une école alternative qui donne l'éducation alternative, c'est qu'il y a une âme, il y a une philosophie, et il y a des valeurs que l'école, les éducateurs partagent et que les parents partagent. Alors, quand vous parlez de la réussite éducative, vous parlez encore de la réussite des jeunes. On veut améliorer leur bulletin. La moyenne va passer de 68 à 73. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose dans le monde. Mais pour moi, la réussite éducative, la vraie, celle qui est urgente, ça doit être celle de l'école. C'est l'école qui doit réussir à développer le potentiel réel de chacun des jeunes dans le respect de chacun. C'est l'école qui doit réussir. Et là, on veut juste que ce soit les jeunes qui réussissent selon nos critères à nous. Et des critères quantitatifs, c'est très beau, ça permet de comparer. Ça te garantit rien. Si je vous dis, et il y a un père qui a dit ça, ça m'a un peu bousculé, un représentant d'association de parents. Il dit, si on m'annonce que ma fille a 80 je vais être très, très content. Mais s'ils me disent ensuite, oui, mais il y en a 10 qui étaient plus forts qu'elle, là, je deviens très, très songeur et inquiet. C'est incroyable. Ça fait que les chiffres, ils garantissent rien. C'est quoi notre aspiration? On veut juste que nos enfants soient meilleurs et plus beaux que les autres. Exactement. On fait une courte pause et on revient. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Charles Cahouette, l'homme qui a l'esprit critique face à la réforme de l'éducation. Monsieur Cahouette, quand vous lisez, comme on l'a fait ce matin, parce que là encore, ça fait une manchette qui plaît peut-être à un politicien, 300 millions de dollars pour mettre à niveau le pacte
le parc informatique. Mais le parc informatique, un peu comme le parc automobile, en quelque sorte. Le parc informatique dans les écoles. Bon, les gens pourraient dire, voilà, le Québec prend le bon virage technologique pour répondre aux besoins des enfants. Vous n'êtes pas d'accord? Non, le parc jurassique aussi. Non, je ne suis pas d'accord parce que, d'abord, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait plus d'équipements, qu'il y ait plus d'ordinateurs dans les écoles. C'est correct, ça. Je suis pour ça. Il en faut plus. Ouais. Mais est-ce que c'est par des outils, des équipements, qu'on va changer vraiment l'orientation et qu'on va faire cette réussite éducative dont on a parlé tantôt? Ce que vivent des jeunes, c'est un problème énorme de démotivation. Là, on va les occuper un petit peu plus. Vous, c'est l'école qui démotive. Vous dites une phrase, je pense. C'est comme si c'est l'école qui apprend à l'enfant à détester l'école. C'est-à-dire que c'est à l'école que l'enfant perd le goût de l'école. Parce que les petits-enfants de 5 ans, 6 ans, ils ont tellement hâte d'arriver en maternelle en première année. Et c'est progressivement, parce que très peu ont le sentiment de réussir, d'être appréciés, que les gens commencent eux-mêmes à s'éteindre. Et c'est ça que je ne peux pas accepter, que des jeunes qui ont autant de talent, qui ont des rêves, qui ont des passions, s'éteignent, décrochent ou deviennent violents ou se résignent. Et ça, on ne peut pas accepter. C'est notre majorité des jeunes. Il y a 38-40 qui décrochent. Mais dans ceux qui restent à l'école, il y en a un bon nombre aussi qui traînent les pieds là et qui sont là juste parce que leurs amis sont là. Mais est-ce qu'il y a seulement des élèves qui décrochent? Non, vous savez très bien que beaucoup d'enseignants sont épuisés, sont fatigués et ont aussi décroché parce qu'on les barouette d'une réforme à l'autre. Et toujours à la remorque du changement, jamais on leur demande de planifier, de prendre pouvoir sur leur situation. Et on leur dit, tu peux faire des projets avec les jeunes, mais il reste que l'évaluation va porter sur des disciplines spécifiques. De sorte que pour plusieurs, ils se disent, mais moi, le projet, c'est quand j'ai réussi à courir mon programme. Là, si on a un peu de temps, on va faire des projets. Il y en a qui vont faire ça comme des choses où on va aller au Super Splash à la fin de l'année quand on aura une sortie pédagogique. Ouais. Mais dites-moi, par exemple, vous avez dit un jour, il faut être malade pour ne pas avoir peur du secondaire. Donc, est-ce que vous diriez encore ça aujourd'hui? Oui, je le dirais, mais je ne sais pas dans quel sens, je l'ai dit dans quel contexte, mais j'exprimais que c'était normal que les enfants du primaire de 6e année, qui ont toujours eu leur prof, leur classe, leur groupe d'élèves, à qui on a toujours dit quand est-ce aller dehors, quand est-ce faire tel devoir, quand est-ce aller aux toilettes et autres, s'imaginent qu'en arrivant au secondaire, surtout d'une polyvalente, là, il n'y a plus personne qui va les guider. Où est-ce que va être leur place au vestiaire? Combien ils ont de temps entre les cours? Comment ils vont courir? S'ils sont en retard, la porte se ferme. Alors, ils vivent ça avec beaucoup de stress, puis changer de professeur, changer de groupe d'élèves. Et c'est dans ce sens-là que je dis que ce ne serait pas normal qu'un enfant ne soit pas stressé, je ne vais pas dire malade, mais qu'il ne soit pas stressé face à cette machine énorme qu'on a créée en voulant offrir une éducation polyvalente. Mais c'est l'école qui est devenue polyvalente. Le cheminement du jeune est très limité et il a accès à des métiers juste s'il n'est pas bon dans l'académie. Mais M. Cabot, ça vous le dites, ça fait des années, moi, que j'entends des gens dire le rapport parent, quand on avait fait la grande réforme de l'éducation au Québec, parlait de polyvalence, il ne parlait pas de polyvalente. Bon, on vient d'amorcer une grande réforme dans le monde de l'éducation. On ne remet pas en question les polyvalentes. Les polyvalentes se vident et deviennent de moins en moins polyvalentes parce qu'on a laissé tomber tout ce qui était apprentissage des métiers. Et actuellement, on garde ça un peu, on réserve ça à des élèves vraiment en déficience ou en difficulté énorme, en disant les métiers, c'est vraiment pour les pas bons. Et ça, c'est très dévalorisant du travail manuel. Quand vous me dites ça, par contre, on me disait, j'ai pas de chiffres à l'appui, là, que dans les jeunes qui décrochent, et qui parfois reviennent au monde de l'éducation. Certains reviennent vers les métiers, même des jeunes qui sont allés vers le cégep et qui reviennent vers les métiers. Parce qu'il y a autant d'avenir de ce côté-là. Il faut qu'on réapprenne un peu plus que le travail manuel, que l'artisanat, que la petite entreprise ont autant d'avenir. Et beaucoup actuellement de petites entreprises sont gérées et ont été créées par des décrocheurs. Donc, ma question fondamentale que je posais au tout début, on pouvait croire avec la réforme qu'on n'avait plus besoin d'écoles alternatives. Or, vous avez lancé un projet d'une nouvelle école alternative secondaire à Montréal, la première sur le territoire de la commission scolaire de Montréal. Une école d'une centaine d'élèves avec 4 ou 5 profs. Comment peut-on donner un enseignement pour l'ensemble des matières, la polyvalence, la préparation et tout ça? Et pourquoi faudrait-il cette école? Il est urgent qu'on ait une école comme ça qui a une philosophie et qui est branchée sur un nouveau projet de société. Ce qu'on veut faire vivre à des jeunes, c'est la responsabilisation, l'autonomie. Jamais les jeunes vont savoir exercer du pouvoir dans la société, comme citoyens, comme parents, s'ils n'ont pas appris à l'école, comme adolescents, au moins à exercer le pouvoir sur leur propre cheminement éducatif.
Alors, l'enseignant va avoir de moins en moins de temps à consacrer à la transmission de matière ou de programme. Il va davantage accompagner. Il devient un médiateur et un tuteur de chacun des jeunes. Et les jeunes vont apprendre à s'organiser, à travailler par eux-mêmes, ensuite vérifier avec un examen. Et dès que c'est réussi, ils peuvent continuer à leur rythme. Et quelqu'un qui a échoué, mettons, en français, deuxième année, secondaire 2, il n'est pas obligé de reprendre toute son année de secondaire. Il peut continuer au niveau mathématiques, histoire, géographie, et travailler son français, récupérer, et même prendre de l'avance. Et c'est là que le jeune va comprendre que quand il fait des apprentissages qui ont du sens, les apprentissages sont intégrés. Et sont intégrés quand il y a une motivation intrinsèque qui ne travaille pas pour l'examen, pour la note, pour la réussite extérieure, mais pour le plaisir de se sentir plus compétent et respecté. Là, M. Cahouette, je vous entends me dire ça, et si j'ai bien lu le dossier, le projet tel qu'il s'amorce vers vous, peut-être les élèves qu'on vous a proposés sont peut-être les élèves qui pouvaient représenter des difficultés dans d'autres écoles. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait faire un projet d'école alternative servant, passez-moi l'expression, de dépotoir pour les autres écoles? C'est triste, hein? Il y en a qui ont pensé ça, alors que pour moi, c'est un projet extraordinaire où chaque jeune va se sentir respecté par les autres, par les profs, et va redécouvrir ses ressources, ses espoirs, ses rêves. Et on ne lui demande pas en quoi tu es en retard, dans quelle matière tu as de la misère, on dit dans quoi tu es bon. Et c'est de là qu'on part pour l'aider à se développer dans le reste. Alors, c'est incroyable. Alors, au début, c'est sûr que les écoles, voulant garder leur clientèle, les argent que ça représente... La compétition, oui, encore la compétition. Encore ça, on référait davantage des élèves qui leur posaient problème. Pas nécessairement des élèves qui en vivaient, mais des élèves qui leur en posaient. Moi, je veux qu'on aide des jeunes. Et après l'article de M. Foglia dans la presse, il faut le dire, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont compris que c'était d'abord une école alternative qui était ouverte à tout le monde et que des gens qui veulent une éducation différente, apprendre autrement et vivre autrement, vont pouvoir le faire. De sorte que maintenant, on a sûrement un surplus d'inscriptions et on devra faire une sélection. Et j'espère que ça va donner l'idée de faire d'autres petits vitraux un peu partout. Vous devrez faire une sélection. Donc, vous tombez un peu dans le même piège que les autres. Répondez-moi pas tout de suite. On fait une courte pause et j'aimerais savoir votre réponse. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Charles Cahouette, auteur de Éduquer pour la vie, publié à Éco-Société. Monsieur Cahouette, comment vous allez faire la sélection? Est-ce que vous allez prendre les plus performants, les meilleurs? Si vous avez 500 inscriptions, vous avez de la place pour une centaine, vous faites quoi? D'abord, on va faire la même sélection que fait n'importe quel cinéma où il y a des gens qui font la queue. Ça va être l'ordre d'inscription, la date d'inscription. Ensuite, l'autre critère, est-ce qu'on est la bonne ressource pour ce jeune-là? Il y a des jeunes qui ont des problèmes de personnalité assez profonds, qui ont besoin simplement pour se développer un peu harmonieusement de cadres très rigides, très supportants, très encadrés. Et ces jeunes-là, on n'est pas la bonne réponse pour eux. Alors, on va partir des besoins des jeunes. Alors, la sélection, c'est on veut recevoir tout le monde qui peut profiter de l'école et la date d'inscription va être le critère. Bon, vous avez mentionné Folia dans cet article, il avait parlé de ce projet. M. Folia, il avait dit, écoutez, bien sûr, c'est pas un projet, on ne se retrouverait pas dans Hochelaga Maisonneuve avec une école alternative. Et donc, est-ce que c'est une école élitiste que l'école alternative, même secondaire? C'est précisément dans Hochelaga Maisonneuve, à l'école Barry, c'est le nom de Jésus où je travaillais, que j'ai proposé l'école alternative secondaire pour ces gens-là. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'édifice libre ou d'espace libre et on en a trouvé dans Villeray, de sorte que l'école est dans Villeray, mais était d'abord pensée pour des jeunes qui ont besoin de vivre à l'école des expériences positives de valorisation et d'apprentissage. Mais votre école alternative, habituellement, repose beaucoup sur une collaboration. D'ailleurs, on s'est inspiré de ça pour les conseils d'établissement. Les parents, implication des parents, vous avez fait. Est-ce que vous pensez que ce serait possible dans tous les milieux? Partout où les parents s'occupent de leurs enfants et les aiment, donc d'un milieu défavorisé comme ailleurs, les gens trouvent le temps d'être disponibles s'ils se sentent respectés à l'école. Alors, j'ai travaillé à la maison des parents, j'ai travaillé à la maison des enfants, aux enfants de l'espoir, et les parents, ils sont là. Ils veulent juste qu'on les respecte. Hein? Ils ne veulent pas qu'on les admire. Et si on a une éducation où leur culture va être respectée, où on va développer des compétences parentales, lui dire, viens l'amener, puis on va s'en occuper. Nous, on est des spécialistes. Les parents se sentent dévalorisés, ils ne viennent plus. M. Cahouette, est-ce que c'est un vrai projet que ce projet? Est-ce que ça veut dire que tout le monde est bien d'accord, aucun problème, parce que ça veut dire des méthodes de travail différentes avec les enseignants, ça veut dire des rapports extrêmement différents avec les élèves. Est-ce que tout le monde est d'accord avec vous?
Presque tout le monde est d'accord pour dire que c'est un beau projet. Bon. Mais très peu y croient assez pour le mettre en pratique parce qu'il y a des barrières énormes et administratives et professionnelles et syndicales et autres. Le changement dérange et c'est devenu tellement lourd à faire bouger une grosse bâtisse qu'on se dit ça n'a pas de bon sens. Pourquoi on le fait? Moi, je pense que je suis obligé à chaque fois de repenser aux jeunes. Et il y en a qui souffrent beaucoup. Et la souffrance des jeunes, il faut en être conscient un peu plus. Et elle n'est pas plus grande que celle des adultes aussi qui sont souffrants. Il y a une espèce de perte de joie de vivre et de qualité de vie un peu partout. Il y a du stress qui augmente, il y a de la violence qui augmente. Alors, où on contrôle, on discipline, on punit davantage, ou on dit comment on pourrait davantage respecter les besoins du jeune, y compris ses besoins d'être en relation et avec ses parents et avec son éducateur. Relation avec les parents. Écoutez, il reste très peu de temps. Éduquer pour la vie de Charles Cabot. Ceux qui liraient, je leur proposerai la parabole ou le conte de la cathédrale qui indique très bien un peu votre philosophie de vie. Est-ce que ça va marcher, le projet, M. Cabot? Il faut distinguer. Ce que j'ai soumis à la commission scolaire, c'est le projet Le Vitrail. Ce qui va être réalisé va s'appeler l'école Le Vitrail. Ça veut dire que mon beau bébé, dont j'accouche présentement difficilement, est remis en adoption à la commission scolaire qui l'a accepté et ça devient un projet de la commission scolaire. C'est leur école maintenant. Mais rêvez-vous, vous, d'un réseau d'écoles secondaires, 300 ou 400 élèves pour l'ensemble du territoire? Est-ce qu'on s'est trompé de diagnostic dans la réforme scolaire, M. Cahouette? Je pense qu'on n'a pas fait assez de prospective et qu'on a fait des réformes qui voulaient régler les problèmes que l'école actuelle avait. Moi, je pense qu'il faut au plus vite bâtir une école qui a un projet de société qui va faire que c'est l'humanité et la planète qu'on va sauver. Je pense qu'on a raison d'avoir des inquiétudes profondes. On est en train d'aliéner les êtres humains, les rendre malades et on finit plus d'augmenter les services de santé. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir le stress? Qu'est-ce qu'on fait pour enlever cet individualisme et cette compétition qui est destructrice, qui est démobilisante et qui fait tant de victimes? Et je pense que si tous les gens le disent, réapprenons à vivre ensemble dans le respect et la tolérance. Merci beaucoup, M. Cahouette, pour cet entretien. Merci beaucoup, Et M. quant à moi, je vous dis demain, vendredi, le pianiste Louis Lortie. Et nous sommes à l'antenne dimanche, 19h30, avec M. Mongeau.